Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Notérico et aujourd'hui on va parler d'immobilier. Alors un achat immobilier c'est évidemment souvent un gros investissement et souvent même l'investissement d'une vie. Alors s'il y a bien une chose qu'on veut éviter c'est de faire des erreurs qui pourraient nous coûter très cher. Alors aujourd'hui le but de ce podcast c'est de parcourir les erreurs les plus fréquentes pour pouvoir les éviter et être vraiment paré pour faire cet achat. Alors pour décrypter tout ça aujourd'hui j'accueille l'agent immobilier Gaëtan Houssier. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Et la notaire Éléonore Blix. Bonjour Éléonore. Bonjour. Vous écoutez Notérico, une initiative de notaire.be. Alors on va commencer par la première erreur, une mauvaise estimation des frais. Alors Gaëtan, est-ce que certains acheteurs que tu vois font des offres avant même d'avoir fait une simulation de leur préfinancement ? En général, ça arrive le moins possible. Enfin, en tout cas, je conseille le moins possible parce que quand je reçois une offre, j'essaye de faire en sorte que mes clients aient déjà été voir leur banque, aient déjà été bien conseillés, eu une info sur leur crédit, en tout cas la capacité maximale qu'ils sont capables d'emprunter aujourd'hui. Et donc, s'ils repèrent un bien qui leur plaît, qu'ils puissent être capables de se positionner, mais de manière assez certaine. Et alors, il y a une question subsidiaire. Est-ce que c'est une erreur de ne pas comparer les offres de crédit qu'on reçoit entre plusieurs courtiers ou plusieurs banques ? Alors, ça peut se faire par après. On peut le faire, on peut très bien se positionner, avoir déjà un préaccord de crédit dans une banque ou dans sa banque habituelle. Entre l'offre émise et le compromis, en général, il y a plus ou moins 30 jours. Et on a encore 30 jours pour valider son crédit après le compromis signé. Ce qui fait que, en général, je conseille vraiment d'utiliser ces 60 jours, ou en tout cas une bonne quarantaine de jours pour aller voir 3, 4, 5 banques parfois, faire les allers-retours et négocier au mieux les taux. Ok, donc si je récapitule bien, ton conseil, c'est on va absolument voir une banque avant de faire un achat pour avoir un garde-fou. Et après, on prend un petit peu de temps pour comparer les offres. C'est ça. Okay. Alors, Éléonore, je vais me tourner vers toi parce que quand on parle de demander un financement pour l'achat d'un bien, il faut encore savoir à quelle hauteur on veut financer. Est-ce qu'il y a des frais cachés qu'on risque de louper en fait, quand on achète un bien ? Quand on achète un bien, il y a nécessairement les frais qui sont liés à l'achat, à l'acte d'achat, mais aussi à l'acte qu'on va devoir signer pour que la banque nous prête, donc au financement. Pour ce qui est de ces frais d'achat et de crédit, on a la possibilité de prendre soit directement contact avec son notaire pour estimer ses biens et estimer ses frais, et savoir exactement vers où on va. Soit il existe aussi un module de calcul qui est très bien fait sur notaire.be, sur lequel on peut aller faire des simulations et reprendre, si j'achète à hauteur de autant, ça va me coûter autant. Si je finance et que je fais donc un crédit pour tel montant, voilà ce que je dois compter en plus. Je confirme. Et est-ce que tu vois, toi, souvent, des gens qui viennent dans ton étude et puis en fait qui ont sous-estimé ces frais ? C'est quelque chose qui arrive, mais je dois dire que régulièrement, dès l'entame du dossier, on leur dit voilà à combien vous allez arriver, voilà l'enveloppe globale que vous devez compter, soyez-en conscients. Et donc, dès les tout premiers contacts, moi, je les invite en tout cas à consulter ce module pour savoir vers où ils vont. Et donc, évidemment, la situation idéale, c'est quand les gens nous consultent avant même de faire leur offre, parce qu'alors, on a la possibilité d'attirer leur attention sur tel ou tel point. Attention, est-ce que vous avez pris contact avec la banque ? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez être suivi au niveau de votre financement ? Attention, est-ce que vous êtes bien conscient des frais qui sont liés à ça ? Parce que pour, par exemple, les frais qui sont liés à l'achat, vous avez toute une série de réductions qui ne sont pas les mêmes selon que vous achetez en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre. Et donc ça, c'est bien de se faire accompagner pour pouvoir justement déterminer, est-ce que j'ai droit à telle ou telle réduction ? Si je peux rajouter quelque chose, l'agent immobilier a un devoir de conseil également. Donc forcément, son notaire, c'est important, mais l'agent immobilier a aussi ce pouvoir et cette capacité liée aux études effectuées pour conseiller au mieux les clients, faire les calculs des différents frais notariaux, etc., frais de crédit éventuellement, et toutes les notions fiscales qu'on connaît dans les différentes régions, quoi. C'est ça, et ça permet aussi à l'acheteur de ne pas devoir prendre trop de temps avant de remettre une offre, en fait, et de laisser un tout petit peu de marge de manœuvre dans la négociation. Et alors, j'ai une question subsidiaire pour toi liée à cette première erreur, Éléonore. Est-ce que la clause suspensive d'octroi de crédit, du coup, c'est pas la solution idéale pour ça ? C'est une solution, mais c'est pas absolu. C'est pas une sécurité absolue. C'est une sécurité, c'est pas une sécurité absolue, parce que dans votre offre, vous allez mettre par exemple l'octroi d'un crédit pour jusqu'à un certain montant. Imaginons que vous avez 4 semaines après le compromis pour
obtenir votre crédit et qu'en fait la banque a besoin d'un petit peu plus longtemps parce que soit votre dossier est un peu plus complexe ou alors il y a un engorgement parce qu'à ce moment-là il y a beaucoup de dossiers, c'est possible que la banque ait besoin de plus de temps pour se prononcer. Et donc là, si le vendeur n'est pas d'accord de prolonger cette période-là, parce que pour le vendeur, évidemment, c'est aussi une incertitude. Tant que le crédit n'est pas accordé, il n'est pas sûr que l'acte aura lieu et qu'il aura ses sous en fin de compte. Et donc, si le vendeur n'est pas d'accord de prolonger, vous devez soit vous dire « Ok, alors j'y vais », avec le risque que si jamais la banque refuse, je perds ma garantie, ou alors se dire « Alors non, tant pis, je renonce parce que pour moi, c'est trop important ». Donc, je dirais que oui, c'est une sécurité, mais non, c'est pas absolu. Et par ailleurs, mais ça, c'est au stade de la remise des offres. J'imagine qu'un vendeur, entre deux offres au même prix ou aux mêmes conditions, s'il y en a une avec une condition suspensive et l'autre sans condition suspensive d'octroi de crédit, va naturellement préférer celle où il a la certitude que l'acte sera signé et qu'il aura ses sous en fin de compte. Est-ce qu'il y a encore des gens qui achètent sans condition suspensive ? Ça arrive, ouais. Oui. Ils ont pris les bonnes infos avant, ils sont sûrs de vers où ils vont, ils savent combien ça va leur coûter. Et moi, c'est quelque chose que je dis régulièrement aux gens. Si vous avez toutes les infos et que vous êtes dans une situation où vous savez que c'est un bien qui va attirer l'attention, qui va impliquer qu'il va y avoir beaucoup de candidats acheteurs, que vous êtes sûr de vous, alors allez-y sans condition suspensive, parce que ça va peser dans la balance du vendeur. Alors la deuxième erreur, c'est de trop se fier aux apparences lors de la visite du bien. Alors je vais tourner vers toi, Gaëtan. Quelles sont les choses auxquelles les acheteurs ne font pas attention, pas assez attention quand ils visitent un bien ? Et puis peut-être si tu as l'ultime checklist d'agent immobilier quand on visite un bien, qu'est-ce qu'on teste ? Je dirais que de manière générale, c'est surtout l'enveloppe qui va être importante. Je dirais qu'on va commencer d'en bas, on va regarder s'il n'y a pas de soucis structurels dans un premier temps, des grosses fissures, de l'humidité éventuellement dans les bas de murs, plutôt au rez-de-chaussée. Parce que si vous voyez de l'humidité plutôt dans les hauts de murs à l'étage, c'est pas de l'humidité, c'est plutôt de la condensation, c'est un manque de ventilation, ça peut être d'autres problèmes. Les châssis, la toiture, l'électricité, le chauffage. Grosso modo, ça va être les points plutôt techniques qui sont ceux qui vont engendrer le plus de frais à court terme et qui sont nécessaires d'être faits dès l'entrée dans les lieux. Mais donc quand on parle d'électricité, de châssis, on ouvre toutes les fenêtres, on allume, on éteint les lampes. Comment est-ce qu'on teste ? Comment est-ce qu'on voit ça dans la première visite d'un bien ? Alors je dirais que idéalement on demande à l'agent immobilier qui fait visiter dans un premier temps, parce que ça peut parfois être surprenant d'avoir des gens qui commencent à ouvrir tout et n'importe quoi, ce que je peux comprendre, mais simplement poser la question, ça peut juste aider. On dira jamais non en tout cas. Mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas tester si vous avez eu une expérience ou quelqu'un qui vous a un jour dit « Moi, quand j'ai acheté, il y a eu ça et j'avais pas regardé », faites-le, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est vraiment d'acheter en confiance, en toute transparence et d'être content de son achat à la fin. C'est pas d'être surpris parce qu'on n'a pas assez regardé. Alors Éléonore, qu'est-ce qui se passe s'il y a une infraction urbanistique ? Est-ce qu'on a un recours ? Tout dépend de comment le bien a été présenté. On peut parfaitement vendre un bien dans lequel il y a une infraction urbanistique. À Bruxelles, typiquement, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. La seule chose, est évidemment, comment est-ce que le vendeur a présenté les choses ? Si le vendeur vous a dit « Je vous vends un super appartement duplex avec terrasse, 3 chambres », et qu'en fait, il vous vend un 3e étage plus comble avec une toiture plate qui est complètement en infraction, mais que vous payez le prix pour un duplex 3 chambres avec terrasse, là, c'est un problème parce que vous ne vous êtes pas engagé sur la bonne chose. Et probablement que si vous aviez eu connaissance du fait que en fait, c'était un 3e étage avec des combles et une toiture plate, vous n'auriez sans doute pas offert ce prix-là. Et là commencent les difficultés parce que une fois que les renseignements urbanistiques arrivent ou que ces renseignements urbanistiques sont portés à la connaissance de l'acheteur qui n'en avait pas connaissance, à ce moment-là, ça discute, ça négocie et c'est évidemment problématique. Alors que si on avait annoncé la couleur dès le départ, de dire voilà, il y a un problème, je suis d'accord de le prendre à ma charge pour le vendeur ou non, ce sera à charge de l'acheteur, dans ces cas-là, au moins les infos sont claires et il n'y a pas de discussion par la suite. Là où c'est un problème, c'est quand on ne l'a pas dit auparavant. Et donc s'il y a une infraction urbanistique qui est découverte après l'achat ou alors s'il y a un vice caché, je ne sais pas si on peut comparer les deux, qu'est-ce qu'on peut faire après l'achat ? C'est deux choses différentes. L'infraction urbanistique, elle va toujours ressortir à un moment du dossier parce que soit les renseignements urbanistiques sont disponibles dès l'offre. L'agent immobilier a fait les demandes, tout ça est mentionné dans l'offre et donc là, il n'y a pas de discussion, l'acheteur est au courant. Soit
On n'a pas les renseignements urbanistiques au moment où on signe l'offre. Ils arrivent entre offre et compromis. Et alors, là, ça commence à discuter. Ça se corse encore plus lorsque les renseignements urbanistiques arrivent après le compromis, qu'on a signé le compromis sous la condition suspensive qu'il n'y avait pas d'infraction. Et donc, dans le chef de l'acheteur, il s'est engagé sous réserve qu'il n'y a pas d'infraction urbanistique. Et pour le vendeur, il n'avait pas connaissance ou il n'a pas voulu le signaler. Et dans ces cas-là, c'est un problème parce que ce qui a été vendu à l'acheteur ne correspond pas à la réalité. Et donc, dans ces cas-là, l'important, c'est de se faire de nouveau bien accompagner parce que ça va nécessiter une intervention. Le plus souvent, les notaires rentrent dans la discussion et chacun fait part de ses arguments pour trouver un terrain d'entente. Parce qu'on a une personne qui veut acheter, une personne qui veut vendre. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente sur qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver un accord et maintenir malgré tout cet accord qui avait été trouvé. Mais peut-être que le prix va devoir être revu à la baisse ou qu'il va y avoir des efforts de part et d'autre sur la solution qui va être apportée. Et donc tu parlais de conditions suspensives d'infraction urbanistique. C'est une clause qui est absolument indispensable, ça. De nouveau, ça dépend des régions. La législation n'est pas la même à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Et donc, si on n'a pas les renseignements urbanistiques au moment de l'émission de l'offre ou au moment du compromis, il faut effectivement prévoir des réserves. Mais pour la Flandre, ces réserves ne sont pas possibles parce qu'en Flandre, on doit avoir les renseignements urbanistiques au moment où on signe le compromis. Donc, pour ce qui est de Bruxelles et de la Wallonie, effectivement, on prévoit des réserves. Alors, bien souvent, les offres classiques, soit qui sont faites par les notaires, soit qui sont faites par les agents immobiliers, prévoient ces réserves ou à tout le moins sous les conditions ordinaires et classiques. Et voilà, ça c'est toujours qu'est-ce qu'on entend sous ces conditions. Est-ce qu'une condition ordinaire, c'est qu'il n'y ait pas de problème urbanistique ? Alors, et en cas de vice caché qu'on découvre après l'achat, comment ça se passe ? Déjà, il faut savoir ce que c'est un vice caché. Un vice caché, c'est un défaut qui n'est pas visible, donc qui n'est pas apparent, et qui est suffisamment grave que pour avoir comme conséquence que l'acheteur, s'il en avait eu connaissance, ne se serait pas engagé, ou en tout cas pas aux mêmes conditions. Par exemple ? Si je peux intervenir, pardon, et surtout dont personne n'a connaissance. C'est justement ça toute la subtilité, c'est que j'utilise le terme de visible ou apparent, ou non visible ou non apparent, par opposition au terme caché, qui implique plutôt cette question de dissimuler. En principe, un vice, un défaut qui n'est pas visible, et même si le vendeur n'en a pas connaissance, le Code civil prévoit que le vendeur est responsable pour quelque chose même dont il n'a pas connaissance. Ça implique que vous vendez votre maison et puis en fait, on se rend compte par la suite qu'il y a un problème de stabilité, vous n'en aviez pas connaissance. Si on s'arrête à ce que dit le Code, c'est le vendeur est responsable. Et pour cette raison, le notariat a développé des clauses d'exonération de responsabilité. Donc, on prévoit de manière générale que le bien est vendu dans l'état dans lequel il se trouvait au moment où il y a eu un accord. Le plus souvent, c'est au moment de l'offre ou du compromis. Et donc, à ce moment-là, le vendeur n'est pas responsable de quelque chose qui apparaîtrait par la suite, sauf si l'acheteur peut démontrer, et ça doit être fait dans un certain délai, que le vendeur le savait, et là alors, l'a caché, dissimulé, ou en tout cas a tout fait pour ne pas le dire et que les acheteurs ne s'en rendent pas compte. Si ça arrive après l'acte, il faut rapidement constituer un dossier. Et il faut pouvoir prouver, il y a dans certains cas où ce sera assez clair. Par exemple, le bien est dans une copropriété, le vendeur a fait des travaux qui ont impliqué des conséquences pour le reste de la copropriété et la copropriété l'a averti par un courrier. Attention, cher monsieur, vous avez fait des travaux. Et puis le vendeur ne dit rien, vend son bien et l'acheteur se retrouve avec ce problème. L'acheteur va pouvoir facilement dire « Attendez, là, vous le saviez, vous l'avez caché ». Si par contre, c'est des choses dont un acheteur, avec des bonnes infos, avec l'accompagnement d'un expert, aurait dû se rendre compte du problème, il ne peut pas faire porter le chapeau au vendeur sous prétexte qu'il ne l'a pas vu, parce que peut-être que le vendeur ne le savait pas non plus et qu'il n'était absolument pas de mauvaise foi. Et en termes de délai, on peut découvrir ce vice caché, vice dissimulé, jusqu'à combien de temps après l'achat ? On dit qu'il faut agir rapidement. Donc, le plus souvent, un délai de maximum 2 ans peut être quelque chose de tout à fait raisonnable. Après, au plus vite, au mieux. Parce que si vous attendez 1 an et demi pour vous rendre compte qu'en fait, la maison
elle réagit pas bien quand il gèle, c'est un problème. Le vendeur vous dira peut-être, oui, mais là, vous auriez pu vous en rendre compte l'hiver passé. Pourquoi réagir maintenant ? Donc ça, c'est important. Après, il y a aussi toujours la question de dire, est-ce que vous achetez un bien existant dans lequel on est dans ce cas-là, ou alors est-ce que vous achetez un bien neuf ? Si vous voulez pas avoir ce risque-là de dire, si jamais il y a des choses que j'ai pas vues au moment de l'acte, ça va être pour moi par la suite, alors dans le cas des biens neufs, vous avez d'autres types de garanties qui trouvent à s'appliquer. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir vous tourner vers le vendeur en disant, voilà, il y a tel et tel problème, il faudrait y remédier. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport au vice caché ou pas nécessairement ? Non, c'est plus après il faut pouvoir en apporter la preuve. Donc c'est là la grosse nuance et c'est là où c'est compliqué, c'est que je dirais que moi j'ai jamais eu le cas. J'ai jamais eu le cas, mais c'est plutôt souvent sur des biens plus anciens où on se rend qu'on ne pouvait pas le voir parce que ça fait 40 ans que la cuisine est 40 là. ans que la toiture n'a pas bougé, que c'est encore le vieil habillage, entre guillemets. Il n'y a pas eu de travaux, en tout cas, depuis 40 ans. Et en faisant ces travaux, on vient d'acheter le bien. 2 mois plus tard, on décide de démonter et on se rend compte qu'il y a une mérule. Hein, c'est un peu toujours le mot qui fait peur, hein, parce que forcément, il y a des interventions chez les voisins, etc. Ça peut être très, très, très grave et coûteux de traiter. Là, concrètement, s'il n'y avait pas ne serait-ce qu'une tache visible sur l'habillage initial, comment le propriétaire pouvait être au courant, comment l'agent immobilier pouvait être au courant, et derrière ça, comment l'acheteur pouvait être au courant. Et c'est toujours ça un peu la difficulté de l'achat d'un bien plus ancien aussi, et d'où un peu cette notion de PEB, un peu les gens crient un petit peu dès qu'on voit des PEB G ou F, parce que forcément, ça va impliquer qu'on aura probablement une toiture à faire, et donc idéalement, il faut pouvoir accéder aux charpentes, avoir une vue un peu d'ensemble sur ce type de bâtiment-là, parce que justement, il y a un peu plus de risques qu'un bien qui a 20 ans, où on sait que les techniques sont, entre guillemets, modernes, ventilées, etc., comme on le fait presque encore maintenant, quoi. Et donc, dans la visite d'un bien qui est un peu plus ancien, tu conseilles d'aller gratter un petit peu le plafond, d'aller soulever les tuiles, etc. Pourquoi pas ? De manière générale, alors c'est peut-être pas le cas de nouveau sur Bruxelles, mais en Wallonie, dès qu'on a un bien un peu plus ancien, forcément ça se ressent dans les coûts, mais il y a beaucoup moins de pression immobilière. On a souvent un peu plus le temps. Et du coup, vraiment dans ce cas-là, il faut absolument essayer de venir avec quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine, un couvreur, un chauffagiste, un électricien, n'importe quel domaine, en tout cas dans lequel vous comptez faire des travaux par la suite, parce que là, forcément, entre une charpente en ordre et une charpente à remplacer, on parle de dizaines de milliers d'euros d'écart entre forcément ce qu'on va devoir faire pour le rénover, ou en tout cas, donc il faut faire attention à ça. Et dans ces cas-là, s'il n'y a pas trop de pression immobilière, en tout cas, absolument venir avec quelqu'un, revisiter, pourquoi pas même revisiter. Hein. Je veux dire, souvent, dans ces cas-là, il y a un peu plus de temps. L'agent immobilier a plus de temps aussi pour ce type de bien-là aussi, donc il faut en profiter. Et est-ce que faire appel à un expert, en fait, ça a un intérêt même juridiquement parlant ? Ça peut être une bonne solution. Un bien qui vous intéresse, vous allez le visiter, vous avez une formation dans un tout autre secteur que le secteur immobilier, c'est bien de se faire accompagner par les professionnels. Vous êtes pas du tout dans ce secteur-là, vous n'allez pas pouvoir repérer les choses qui sont inquiétantes ou qui sont le signe qu'il y a un problème plus grand. Typiquement, on prenait l'exemple des fissures, on se rend compte qu'il y a des fissures dans le mur, eh bien, un particulier ne va pas se rendre compte nécessairement que la fissure de telle ou telle façon, en fait, implique un vrai problème de stabilité au niveau du bâtiment, dont peut-être que le vendeur ne sera absolument pas informé. Et le fait de se faire accompagner d'un expert va permettre de dire si oui ou non ce type de souci est quelque chose, ou en tout cas, ça va permettre de cadrer pour voir l'incidence de ce type de problème et du coup la réponse que l'acheteur souhaite y donner. Donc moi je trouve que c'est une très bonne solution. Ça peut être fait soit que c'est votre entrepreneur ou une personne en qui vous avez confiance pour les aspects techniques de l'immeuble, mais ça peut aussi être dans les cas où vous avez vraiment une suspicion pour des problèmes plus gros. En fait, l'agent immobilier a vraiment un travail en amont de est-ce qu'il n'y a pas un souci urbanistique dans ce bien-là, même si le propriétaire n'en est pas conscient. Mais c'est aussi à nous, en tant que professionnels de l'immobilier, de pouvoir analyser déjà sur les outils qu'on a à disposition, 4GIS, WallonMap, etc., pouvoir se dire, tiens, là, il y a eu une extension, il y a quelque chose qui n'est pas sur le cadastre, qu'est-ce qui se passe ? De quand ça date ? Est-ce qu'il y a eu un permis ? C'est tous des éléments où on doit, en amont, pouvoir
se rendre compte, parce que ça doit faire tilt en fait, hein, il doit y avoir une grosse alerte, il y a un souci là, parce que forcément même dès l'estimation, on est censé regarder toutes ces parties-là, arriver sur place, dire tiens, j'ai vu ça, maintenant on sait tout voir, hein, je veux dire avec les satellites, avec plan, Google Maps, etc. On sait voir la maison du dessus, on va dire, avant d'arriver sur place. Et donc si on voit qu'il y a une énorme extension, que quand on regarde le cadastre, il n'y avait pas d'extension, qu'on arrive sur place, effectivement l'extension est magnifique, et que le gars se dit j'ai fait ça il y a 10 ans sans permis, la même valeur. Voilà. Soit on régularise avant de vendre, comme ça on évite les soucis parce que ça fait tout retarder. Et vu que si c'est des grandes surfaces, il y a un architecte, il y a un permis, il faut déposer à la commune, il faut que ce soit validé. On perd des mois ça peut parfois même prendre une année quasi pour avoir la régularisation officielle. Et donc si on ne fait pas ce travail-là en amont et que l'agent immobilier se dit bonne, elle est magnifique cette maison, on va vendre ça rapidement et à ce prix-là, et qu'en fait le gars qui achète, l'agent immobilier n'a pas fait attention, et la personne qui achète se retrouve en plein milieu, effectivement, entre l'offre et le compromis, ou entre même, parfois, pendant le compromis, se dit « Ah, on a oublié ça », que les notaires s'en rendent compte vraiment en dernière minute, et là, en fait, on perd vraiment énormément de temps, aussi bien l'agent que le client, que le notaire, que l'acheteur, tout le monde perd du temps. Que ça implique. Et ça change les conditions de la vente, donc ça veut dire que le prix n'est plus le même. Est-ce qu'on est encore acheteur? Parce que si ça va prendre X temps avant d'arriver à ce que ce soit régularisé, est-ce qu'on a vraiment envie d'attendre ce temps-là? Parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de questions à se poser vraiment en tout début de process, c'est-à-dire l'estimation au départ, quoi. Mais bon, si on est très pragmatique, est-ce qu'il existe encore des biens qui sont sans aucune infraction urbanistique? Pour ma part, c'est beaucoup moins fréquent. Il n'y a pas tant que ça d'infraction urbanistique. Et je dirais que les biens qui ont une infraction urbanistique sont souvent des biens plus anciens, où il n'y avait pas forcément besoin de permis au départ. Et donc, c'est régularisé d'office parce que avant une certaine date, il n'y avait pas besoin de permis pour faire ce type d'extension-là, par exemple. À Bruxelles, c'est un dossier sur 2, les infractions urbanistiques. Alors, la troisième erreur, c'est de se précipiter dans la rédaction de l'offre. Alors, Gaëtan, je vais me tourner vers toi d'abord. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on entend un peu. Oui, mais bon, mon agent immobilier m'a dit qu'il y avait plein de gens intéressés, donc je me suis un petit peu dépêchée de rédiger l'offre. Mmh. Est-ce qu'on se précipite? Est-ce qu'on se précipite pas? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le moment? Parce que c'est vrai que si on est 10 intéressés par la maison, à un moment, on Alors, le temps. Il faut vraiment de nouveau reprendre un peu, à se mettre dans un contexte. Concrètement, effectivement, s'il y a un bien qu'on estime vraiment bon marché, qui nous attire parce que la situation, parce que tout ce qui peut nous attirer dans une maison, grosso modo. Nous, on rédige, on a des modèles d'offres tout faits qui sont cadenassés, qui sont ficelés avec les conditions préétablies. Et après, il peut y avoir des conditions spéciales si les clients ont des conditions spécifiques propres à eux. Mais concrètement, ne faites pas une offre vous-même par mail en mode je veux acheter cette maison-là à ce prix-là dans tel délai. Ça va pas. Il faut demander, tiens, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un modèle d'offre? Oui, on prend rendez-vous, on se voit au bureau, on fait les choses dans les règles de l'art, on prend bien tous les renseignements, on identifie le bien, on identifie le prix, la date de validité et les conditions spéciales. À partir du moment où c'est fait dans les règles de l'art, il ne peut plus arriver grand-chose, même s'il y a une forte pression sur ce bien-là. Si on fait les choses bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors, il y a faire les choses bien d'un point de vue rédaction de l'offre. Et puis, il y a aussi le fait de... Est-ce qu'on achète une maison sur un coup de cœur où il faut quand même aller la revisiter à différents moments de la journée, etc. Est-ce qu'entrer dans le bâtiment, avoir un coup de cœur, l'acheter, c'est complètement irresponsable? Complètement irresponsable. Je dirais que les personnes qui ont visité pendant 6 mois, 1 an, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont leur budget, qui ont leurs critères bien précis, qui rentrent dans la maison, entre guillemets, en 1 minute 30, c'est plus ou moins les chiffres, on peut avoir un coup de cœur et se dire c'est celle-là. Ouais, mais si tout le reste correspond. Après, de nouveau, effectivement, l'agent immobilier qui est en charge d'un dossier a ce devoir aussi de est-ce qu'on peut revisiter une deuxième fois dans la journée, cet après-midi, demain matin ou je ne sais quand, pour être sûr de nous et pouvoir nous positionner dans les plus brefs délais, mais sans avoir de doute ou repasser avec papa ou repasser avec mon entrepreneur ou je ne sais qui. Si on pose la question et qu'on essaie d'être rapide, en général, il y a toujours une possibilité. Parce que de nouveau, on ne vend pas du pain. On n'est pas là pour vendre un vélo, on n'est pas là pour vendre de la moquette.
c'est très technique. Il y a beaucoup d'éléments dans une maison et on ne peut pas tout voir en une visite. Alors, il y en a qui vont le faire en une visite parce qu'ils ont peut-être déjà plus de notions, ils sont déjà un peu plus conscients des choses, ou ils ont de l'expérience, ou ça fait des mois qu'ils visitent et ils en ont vu beaucoup et ils savent ce qu'ils veulent. Si on n'est pas dans cette optique-là, qu'on est plutôt primo-acquérant, qu'on n'a jamais acheté de maison, etc., visiter avec papa, maman, c'est déjà une bonne idée. Avec un entrepreneur, pourquoi pas, avec son ami architecte, j'en sais rien. En tout cas, s'il y a la possibilité d'au moins vérifier une contre-visite, c'est toujours conseillé. Ça pour vérifier s'il n'y a quand même pas des embouteillages au pire moment de la journée. Ça, c'est un élément on n'a pas besoin de visiter pour s'en rendre compte. Ça, c'est plutôt sa propre... chacun a sa perception et ses besoins, on va dire, en termes de secteur, localisation, vue, orientation et tout ce qu'on a. Ça, c'est, entre guillemets, pas le problème de l'agent immobilier de se soucier ils ont bien vu que c'était plein nord ou plein sud. Là, malheureusement, il faut un petit peu travailler de son côté. Si on veut acheter une maison, on se renseigne quand même un petit peu en amont, quoi. Éléonore, et donc dans la rédaction de cette offre, j'ai un coup de cœur. Est-ce que je peux faire une offre directement ou il y a quand même quelques précautions à prendre? Ton regard de notaire là-dessus. Oui, alors on a super souvent des gens qui nous écrivent ou qui nous téléphonent en disant voilà, j'ai été voir une maison que j'adore, je voudrais faire une offre, ou j'ai rendez-vous samedi matin pour aller visiter la maison, mais sur papier, l'annonce, ça nous tente à fond. Très bien, on vous envoie un template qu'on a préparé et où on est sûr qu'elle est bien rédigée, parce que la particularité, c'est que la vente, elle est parfaite au moment où on a un accord sur la chose et sur le prix. Donc, on fait une offre, on est engagé. Une offre qui est mal rédigée peut avoir des conséquences parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas pensé à tel ou tel élément. Et une fois que le vendeur a marqué son accord sur l'offre qu'on a émise, la vente est conclue. Et donc, il n'est plus question de commencer à revenir là-dessus, sauf accord des parties pour trouver un terrain d'entente sur un point qui resterait encore à déterminer. Mais donc, c'est hyper important de faire valider ça. Et vous n'aurez jamais aucun notaire qui va vous dire non, je ne m'occupe pas de vérifier ça. Les notaires sont vraiment dévoués à ce type de démarche, et donc vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider si vous osez appeler dans une étude pour avoir des conseils. Oui, mais si je t'appelle en disant Éléonore, j'ai eu un coup de cœur pour un bien, j'ai envoyé un WhatsApp au propriétaire pour accepter son prix. Est-ce que je suis engagée? C'est une offre qui m'engage? Un SMS? Un WhatsApp? En théorie, quand on a un accord sur la chose et sur le prix, la vente est parfaite. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un accord ou pas. Envoyer un WhatsApp, si par la suite, vous ne voulez plus acheter ou le vendeur ne veut plus vendre, il faudra démontrer qu'on avait déjà cet accord. Et là, ça va être aux tribunaux de trancher. Pour le moment, les tribunaux ont plutôt la tendance de dire que oui, il y a un accord et donc c'est valide. La question, ce sera toujours de dire si on a un jugement dans un autre sens. Pour quelque chose d'aussi important, je pense que ça vaut la peine de switcher d'application, et plutôt que d'envoyer un WhatsApp, on envoie un mail avec un document qui vous a été correctement rédigé par le notaire ou l'agent immobilier. Pour moi, il faut se protéger. Enfin, je veux dire, les acquéreurs doivent se protéger, ils doivent faire attention. On achète de nouveau, on n'achète pas un pain. C'est pas 2 € qu'on jette par la fenêtre, entre guillemets, si jamais on se plante. Donc voilà. Moi, il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est que pour des achats de type vous achetez un lave-vaisselle ou vous achetez effectivement un vélo, vous allez faire 36 comparateurs sur Internet, quel est le meilleur lave-vaisselle du marché. Par contre, pour une maison qui va vous engager pour les 20 prochaines années, là, on peut signer un document où il y a des tas de trucs qui manquent. Il faut aussi remettre les choses un peu en perspective et se dire que les enjeux sont importants, et donc bien se faire accompagner, c'est absolument essentiel. Et alors, si je veux compléter ça, donc, ce que je comprends, c'est que je peux faire une offre toute seule, même si je veux acheter avec mon conjoint. Donc, imaginons que je décide d'acheter avec mon mari, on achète à 2, mais je pourrais signer une offre toute seule ou pas? Ça dépend toujours sous quel régime vous êtes marié. Si effectivement j'entends que vous êtes marié selon le régime où vous êtes marié, si l'idée c'est d'acheter seul ou d'acheter à 2, ça c'est un premier point. S'il y en a un des deux qui fait une offre, alors que l'idée c'est d'acheter à 2, mais qu'il n'y en a qu'un des deux qui signe l'offre, il peut exister des techniques pour venir corriger ça, parce que normalement, quand on s'engage à 2, on signe à 2. La seule chose, c'est qu'il est possible de prévoir un système, je ne sais pas, il y en a un des deux qui est à l'étranger, les deux ne savent pas signer l'offre, on peut prévoir des systèmes où c'est possible de régulariser. Merci à tous les deux. On a déjà abordé pas mal d'erreurs aujourd'hui. Je vous propose de suivre la suite de ces erreurs dans un deuxième épisode. Et en attendant, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, à commenter, à nous dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire, à peut-être
Racontez vos anecdotes, on adore les entendre et comme ça nous permet aussi de créer des sujets qui sont hyper pertinents par rapport à vos besoins.